777-300 ER. Il arbore la livrée d'American Airlines et effectue la liaison Dallas-Londres-Heathrow presque tous les jours. Rien de spectaculaire là-dedans, n'est-ce pas? Mais voici ce qui le rend intéressant. Cet avion représente la décision délibérée d'American Airlines de ne jamais, au grand jamais, commander l'Airbus A380, une décision qui leur a fait économiser plus de 4 milliards de dollars. Et la manière dont ils s'y sont pris, un accord de créneaux horaires dans cet aéroport précis qui vaut aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars. Laissez-moi vous expliquer. Lorsqu'Airbus a lancé l'A380 au début des années 2000, il était censé révolutionner le transport aérien. Plus de 500 sièges, un luxe sur 2 ponts, le plus grand avion de ligne jamais construit. Emirates en a initialement commandé 162. Singapore Airlines en a pris 24. British Airways en a acquis 12. Comment la plus grande compagnie aérienne américaine pouvait-elle ignorer l'avenir de l'aviation ? Il s'avère que les dirigeants d'American avaient compris quelque chose que leurs concurrents n'avaient pas saisi. Ils savaient que leur hub de Dallas, Chicago et Miami ne remplirait jamais de manière régulière 500 sièges comme le pouvait le hub forteresse d'Emirates à Dubaï. Alors, tandis que leurs concurrents se débattaient pendant des décennies avec une capacité excédentaire, American a discrètement construit quelque chose de mieux. Une stratégie de réseau qui n'avait absolument pas besoin du super jumbo. Pour comprendre pourquoi American a renoncé à l'A380, il faut comprendre comment l'appareil était censé fonctionner. L'économie de l'A380 n'avait de sens que dans des conditions très spécifiques. Il fallait un méga-hub qui concentrait les passagers de dizaines de routes d'alimentation en un seul départ massif. Il fallait des taux de remplissage perpétuellement élevés, sinon la consommation de carburant par siège grimpait de façon spectaculaire. Et il fallait des routes où la demande était si concentrée que la fréquence importait moins que la capacité. Dubaï correspond parfaitement à ce modèle. Emirates canalise les passagers d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Australie à travers un point de passage géographique unique. La conception de son hub exigeait pratiquement des avions énormes. American Airlines ne fonctionne absolument pas de cette manière. Voici comment Vasu Raja, alors vice-président de la planification chez American, l'a formulé en 2019. Nous opérons à partir de 9 hubs différents aux États-Unis et il n'y a aucun hub unique où l'on peut rassembler une demande de 500 personnes chaque jour. Dallas-Fort Worth, Chicago O'Hare, Miami, Philadelphie, Charlotte, Phoenix, Los Angeles, New York JFK, Washington National. Aujourd'hui, American exploite en réalité 10 hubs, y compris New York LaGuardia, répartissant la demande encore plus largement à travers le pays. Réfléchissez à ce que cela signifie sur le plan opérationnel. Au lieu de canaliser tout le monde à travers une seule forteresse, le réseau d'American disperse les passagers sur de multiples points de correspondance. Aucune route unique ne génère une demande suffisamment constante pour justifier 500 sièges jour après jour. Et voici ce que la plupart des gens ne voient pas. L'A380 n'était pas seulement cher à l'achat, il était catastrophiquement cher à exploiter lorsque les calculs ne fonctionnaient pas. Des taux de remplissage sous un certain pourcentage signifiaient que la consommation de carburant par siège grimpait fortement. L'appareil nécessitait des portes d'embarquement à double niveau que la plupart des aéroports américains ne possédaient pas. Des équipements au sol spécialisés, des hangars sur mesure, des programmes de formation de pilotes spécifiques. Chaque commande d'A380 représentait non seulement l'achat d'un avion, mais un investissement complet dans les infrastructures que la structure en hub d'American ne pouvait pas justifier. Alors qu'Airbus misait gros sur le concept du super gros porteur, Boeing s'orientait dans une direction complètement différente. Le 777, puis plus tard le 787, incarnait une philosophie qui correspondait parfaitement pour le réseau d'American. Des avions bimoteurs économes en carburant. Des coûts d'exploitation par siège plus faibles, la flexibilité de pouvoir les déployer de manière rentable sur de nombreuses routes plutôt que de concentrer la capacité sur quelques-unes seulement. American s'orientait déjà dans cette direction avant même le lancement de l'A380. La compagnie retira ses derniers 747 passagers de 747 SP dès 1994. Les quadrimoteurs tombaient déjà en disgrâce dans sa planification de flotte. Au moment où l'A380 entra en service en 2007, autre chose avait également changé. Les prix du kérosène montaient de manière spectaculaire.
La crise financière de 2008 approchait. Partout, les compagnies aériennes s'intéressaient soudainement de très près à l'efficacité énergétique. L'A380 arriva exactement au mauvais moment. Les planificateurs de flotte d'American examinèrent les chiffres et virent une voie claire. Des Boeing 777 pour les routes long courrier à forte demande. Des Boeing 787 pour les routes plus marginales qui ne pouvaient pas justifier des avions de plus grande capacité. Une flotte mixte capable de s'adapter à l'ensemble de leur réseau sans nécessiter de modifications massives d'infrastructures. Pas besoin de portes d'embarquement à double niveau, pas de hangars sur mesure, pas de programme de formation de pilotes orphelins impossible à faire monter en échelle. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Londres Heathrow, c'est l'aéroport le plus contraint en créneau au monde. Aujourd'hui, seulement 480 000 mouvements d'avions par an. Une demande qui dépasse la capacité dans des proportions qui rendent les droits d'atterrissage extraordinairement précieux. Durant des décennies, la stratégie transatlantique d'American a été façonnée par un problème simple. La compagnie voulait une présence à Heathrow plus importante que ce que son portefeuille de créneaux lui permettait. La solution évidente ? Faire voler des avions plus gros, plus de passagers par créneau. Maximiser ce que l'on a. C'est exactement la logique qui a conduit d'autres compagnies aériennes à commander l'A380. British Airways les utilisait sur ses routes au départ de Heathrow, précisément parce qu'elle ne pouvait pas augmenter ses fréquences. American avait une autre idée. En 2008, l'accord ciel ouvert États-Unis-UE modifia le paysage concurrentiel à Heathrow. Le nouvel accord ouvrit les vannes, permettant à toute compagnie américaine ou européenne de se disputer les routes vers Heathrow. American ne se contenta pas de regrouper ses vols existants de Gatwick vers Heathrow. La compagnie exécuta une stratégie d'acquisition de créneaux qui allait s'avérer valoir des milliards. Cette même année, d'autres compagnies se bousculaient pour accéder à Heathrow. Continental Airlines paya 209 millions de dollars pour seulement 4 paires de créneaux quotidiens, soit 52 millions de dollars par paire de créneaux en 2008. American vit l'opportunité et commença à bâtir sa position. En 2015, elle acheta une paire de créneaux à SAS pour 60 millions de dollars. En 2017, elle en racheta 2 de plus à SAS pour 75 millions de dollars. Chaque acquisition renforçait sa présence à Heathrow sans l'obliger à remplir des avions de 500 sièges. Le coup de génie ici est subtil, mais profond. Au lieu d'acheter d'énormes avions pour maximiser le nombre de passagers par créneau, American investit dans l'acquisition de créneaux supplémentaires et fit voler des avions de taille optimale sur chacun d'entre eux. La même capacité totale, bien plus de flexibilité, et des actifs qui prennent de la valeur plutôt que de se déprécier. Il y a une autre dimension à cette histoire que la plupart des couvertures médiatiques ignorent. La décision d'American de faire l'impasse sur l'A380 ne concernait pas seulement l'économie des appareils. C'était une question de philosophie de réseau. Les compagnies aériennes américaines privilégient la fréquence plutôt que la capacité. Ces compagnies veulent davantage de vols, pas des vols plus gros. Elles veulent la flexibilité d'ajuster les horaires, d'ajouter des routes et de réagir aux variations de la demande sans être prisonnières d'engagements massifs liés aux appareils. L'A380 représentait l'approche inverse. Moins de vols, des appareils plus gros, des programmes concentrés. Pour une compagnie comme Emirates avec un seul méga hub, cela fonctionne à merveille. Mais pour American avec 10 hubs, c'est opérationnellement impossible. Considérez ce qui se passe lorsque la demande chute de manière inattendue sur une ligne. Si vous exploitez un 777-300ER de 304 sièges, vous pouvez passer relativement facilement sur un 787-9 d'environ 244 ou 285 sièges. Si vous exploitez un A380 de 500 sièges, vos options sont limitées. Vous ne pouvez pas simplement basculer vers quelque chose de plus petit sans une infrastructure complètement différente. Vous êtes coincé avec un appareil fait pour la demande de pointe durant des périodes de demande creuse. La stratégie de flotte d'American intégrait la flexibilité, la capacité d'adapter la taille des appareils aux routes, la possibilité d'augmenter la fréquence pendant les périodes de forte demande et de consolider pendant les périodes creuses. L'A380 n'offrait rien de cette flexibilité. C'était un pari du tout ou rien sur une méga demande perpétuelle que le réseau d'American ne pouvait pas garantir. Il y a ici un schéma qui s'applique bien au-delà des compagnies aériennes.
Lorsque Airbus a lancé le programme A380, ils ont parié sur une vision spécifique de l'avenir. Des aéroports de plus en plus congestionnés, une concentration croissante des hubs, une demande qui dépasserait la capacité des pistes. Boeing a parié sur une vision différente, les voyages point à point, l'efficacité énergétique, la flexibilité des réseaux. Boeing avait raison, non pas parce qu'il avait parfaitement prédit l'avenir, mais parce qu'il avait conçu des produits capables de s'adapter à de multiples futurs. American Airlines avait compris le même principe. La compagnie n'a pas simplement évalué si l'A380 était un bon avion. Elle a évalué s'il correspondait à son réseau, à ses hubs, à sa position concurrentielle et à sa flexibilité à long terme. La réponse était non, sur chaque dimension. American n'a pas simplement fait l'impasse sur le super jumbo. Elle a investi le capital économisé dans des actifs qui prenaient de la valeur et offraient un meilleur alignement stratégique. Des créneaux à Heathrow, des avions bimoteurs Boeing, de la flexibilité réseau. Ce n'est pas de l'aversion au risque, c'est du génie en matière d'allocation de capital. Le cadre d'analyse utilisé est en fait quelque chose que notre équipe décortique dans notre guide de planification économique aéronautique. Si vous faites face à des décisions d'investissement majeures, que ce soit dans l'aviation ou dans n'importe quel secteur, vous devez comprendre non seulement ce que vous achetez, mais aussi ce que vous n'achetez pas et où ce capital pourrait être investi à la place. Nous avons créé un modèle qui vous guide pas à pas exactement dans ce type d'analyse. Il faut environ 15 minutes pour le compléter, mais il pourrait vous éviter le genre d'erreur à plusieurs milliards de dollars qui hantent encore aujourd'hui les opérateurs de l'A380. Téléchargez-le gratuitement via le lien dans la description ou scannez le QR code affiché à l'écran. Il convient de noter que American n'était pas la seule compagnie qui a renoncé à l'A380, mais elle fut particulièrement décisive à ce sujet. American trancha rapidement cette analyse. Sa structure de hub rendait la réponse évidente pour quiconque voulait bien la voir clairement. Airbus livra 251 A380, la production s'étendant de 2003 à 2021. Les compagnies aériennes américaines représentèrent exactement 0 de ces commandes. Pas une seule compagnie aérienne américaine n'a exploité le Super Jumbo. Ni United, ni Delta, ni American. L'avion, qui était censé définir l'avenir de l'aviation, n'a jamais trouvé preneur sur le plus grand marché aéronautique d'Amérique. La stratégie d'investissement alternative d'American est visible dans sa flotte actuelle. La compagnie exploite l'une des plus grandes flottes de 777 de toutes les compagnies aériennes. Elle dispose de 787 Dreamliner pour l'efficacité sur les routes à demande moyenne. Elle a investi dans les infrastructures aéroportuaires de ses hubs plutôt que de construire des installations spécialisées pour des avions qu'elle n'aurait jamais pu utiliser de manière efficace. Aujourd'hui, American opère de multiples fréquences quotidiennes depuis ses principaux hubs vers Londres Heathrow en utilisant des avions de taille adaptée. La compagnie peut ajuster sa capacité de manière saisonnière, adapter ses horaires de façon compétitive. Elle n'est pas prisonnière de méga départs qui nécessitent des taux de remplissage parfaits pour être rentable. Lorsqu'Airbus a annoncé la fin de la production de l'A380 en 2019, le dernier appareil ayant été livré en décembre 2021, l'ère du super gros porteur était officiellement finie. Plus aucune nouvelle commande ne serait jamais honorée. Les compagnies aériennes qui avaient massivement misé sur cet appareil faisaient face à des décennies de dépréciation et de défis opérationnels. Les compagnies aériennes qui s'en étaient détournées, comme American, étaient déjà passées à des stratégies de flotte plus flexibles. Alors, quelle est la vraie leçon ici ? American Airlines a gagné en comprenant ce qu'elle optimisait réellement. Pas le prestige, pas la capacité faisant les gros titres, pas le fait de suivre des concurrents qui passaient des commandes tape à l'œil. Elle a optimisé l'adéquation au réseau. L'efficience du capital, la flexibilité à long terme. L'A380 était une prouesse d'ingénierie. C'était une technologie véritablement innovante. Mais l'innovation ne signifie pas automatiquement adéquation stratégique. Les dirigeants d'American ont examiné son réseau à 10 hubs, ses schémas de demande dispersés, ses priorités d'allocation du capital et sa position concurrentielle dans les aéroports à créneaux limités comme Heathrow. La réponse était claire. Constituer des portefeuilles de créneaux, pas des flottes de super jumbo.
Si cette approche vous intéresse, regardez notre vidéo sur la façon dont les retards du 787 de Boeing ont en réalité profité aux compagnies aériennes qui ont attendu. Et n'oubliez pas de télécharger notre modèle d'allocation du capital dans la description. Si vous voulez entendre d'autres histoires de décisions stratégiques qui ont façonné des industries entières, abonnez-vous à la chaîne.